émission du Café Politique sur TV Fil 78, revue de presse de l'actualité des 15 derniers jours en compagnie d'élus, de responsables politiques dans le département. Et pour m'accompagner au cours de cette prochaine demi-heure, Philippe Bennassaya, bonjour, bienvenue ici au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes le maire Les Républicains de Bois d'Arcy. Bonjour également à Philippe Gomard, vous êtes conseiller municipal lutte ouvrière à Aubergenville, porte-parole Yvelines du mouvement et délégué CGT également chez Renault Flin. Et puis tout à l'heure en cours d'émission, nous rejoindra également Naïm Chili, c'est le président UNEF des Yvelines. On va débuter par de la politique, forcément, avec le renoncement de François Hollande. Il ne briguera pas de second mandat. Manuel Valls, lui, en revanche, se lance dans la bataille de la primaire. À droite, Hollande n'y va pas, Valls y va. Vous regardez ça comment ? Peu importe l'adversaire pour vous ? Non, je regarde surtout cette fin de quinquennat qui est un drame, quoi. Trois premiers ministres en 5 ans. Un Premier ministre en exercice qui s'en va en pleine campagne, en pleine bataille, j'ai envie de dire, là, pour le coup. Un Premier ministre qui va durer 5 mois et qui ne fera absolument rien. C'est vraiment une drôle de période. Je crois qu'on est retourné un peu à la 4ème République avec ces changements de gouvernement tous les ans ou tous les 2 ans. Je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est vrai que dans le précédent quinquennat, quand même, on n'a eu qu'un Premier ministre. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une sacrée pagaille. Je regrette ça et je vois ça avec beaucoup de tristesse parce que c'est quand même notre pays qui est en jeu et les problèmes ne sont pas réglés. Et j'ai l'impression que c'est surtout une guerre d'ego plus qu'une guerre pour la France, pour redresser la France. C'est assez triste. Du côté de lutte ouvrière, 2 questions peut-être. Déjà votre regard sur ce gouvernement actuellement et puis votre regard aussi sur la question de la primaire. Il y a eu la primaire à droite, il va y avoir une primaire à gauche. Lutte ouvrière n'y participe pas et se lance seule dans la bataille. Donc tout d'abord sur le gouvernement, sur ce choix de François Hollande de ne pas y aller. En fait, ce choix de François Hollande, en fait, c'est un peu un cirque préélectoral. Nous dit Hollande, nous dit aujourd'hui qu'il n'ira pas, mais il a tellement été déconsidéré par la politique qu'il a menée, il est vomi par la population, par le monde du travail. Et concernant la primaire en elle-même, le fait que la primaire, en fait, c'est une chose des pantins et qui aujourd'hui nous disent qu'avec eux ça va changer. En fait, c'est pas eux qui décident, c'est vraiment le grand patronat, les financiers, les licenciements. Aujourd'hui, il y a 11 000 licenciements qui sont annoncés chez Airbus, alors qu'il y a 2,7 milliards de bénéfices. Ces licenciements, et c'est pas eux qui les décident. C'est voté dans les conseils d'administration, c'est les financiers. Et c'est pas avec ces gens-là qui se présentent aux primaires de la droite ou de la gauche que les choses changeront. Philippe Bennassaya, votre réflexion là-dessus ? Ce qui est intéressant dans les primaires de la gauche, il faut savoir aussi respecter les temps démocratiques. Mais je rappelle quand même que le terme patronat est un terme très ciblé, très choisi dans l'idéologie d'extrême gauche. Je rappelle quand même que c'est quand même l'économie qui fait le social, et pas le social qui fait l'économie. Donc il faut qu'on ait une économie très forte pour pouvoir ensuite après distribuer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est l'objectif quand même de nos pays, de nos démocraties libérales. Quand vous parlez du social, justement, on peut peut-être parler aussi de ce rapport qui a été fait par le Secours catholique ces derniers jours concernant les Yvelines. Sur 14 000 personnes ou familles qui sont suivies dans les Yvelines, la proportion de femmes seules avec enfants rencontrées en point d'accueil en forte augmentation. On est passé à 24,5%. La part de celles qui sont hébergées à l'hôtel aussi passe de 8 à 11%. 3 000 personnes sont actuellement logées dans des hôtels dans le département, dont 50% d'enfants. C'est beaucoup de chiffres, mais derrière tous ces chiffres, il y a des réalités, des difficultés. Quelle réponse aujourd'hui, Philippe Gomard, on peut faire pour lutter contre cette pauvreté qui s'est installée et qu'on a du mal à faire régresser aujourd'hui? Cette pauvreté-là qu'on constate aujourd'hui, vient de quelque part. Cette misère qui s'accroît, c'est le résultat des politiques qui ont été menées successivement par la gauche ou la droite. C'est de faciliter les licenciements, de réduire les emplois dans la fonction publique, de précariser le travail. Sur les points de programme peut-être, parce que là on va rentrer dans le cœur des propositions, il va falloir, si François Fillon, qui est votre candidat à droite, l'emportait en 2017, il va falloir résoudre ce problème de la pauvreté. On est théoriquement encore sous un gouvernement de gauche. Et je sais que François Hollande en 2012 avait dit qu'il avait envie de réenchanter la France. Je pense qu'il nous a désenchantés. Et c'est vrai que la misère, c'est probablement, et là je partage en partie ce que dit
mon camarade, c'est que c'est vrai que cette précarité-là s'est accrue. Alors maintenant, il faut voir toujours ça sur une échelle historique. Il ne faut pas voir simplement sur l'immédiateté politique. Est-ce qu'on est plus pauvre aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 50 ans, 60 ans? Est-ce que nos démocraties n'ont pas quand même pourvu à notre bien-être et à notre épanouissement depuis 40-50 ans? Est-ce que la situation sociale est meilleure? Question, hein. La situation sociale est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les mines il y a 50, 60 ans, 70 ans, dans les usines Renault il y a 40 ans ou 50 ans? Il faut voir ça sur une échelle historique. C'est ça qui est important, je pense. On va accueillir autour de cette table Naïm Chili. Bonjour. Bonjour. Vous avez réussi à nous rejoindre après un petit souci de transport. Ça pourrait être un sujet de discussion aussi ce matin. Vous êtes le président de l'UNEF sur l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Philippe Benassaïa qui représente les Républicains aujourd'hui, c'est le maire de Bois d'Arcy. Et puis Philippe Gomard, conseiller municipal lutte ouvrière Aubergenville. Il est porte-parole du mouvement dans le département. Nous parlons de la pauvreté qui progresse et de ce rapport du Secours catholique. Peut-être profiter de votre présence pour nous faire part, témoigner de la situation concernant les étudiants. Parce qu'on parle beaucoup de la pauvreté, de ces travailleurs pauvres. Les étudiants aussi sont de plus en plus pauvres. Il y a une paupérisation des étudiants qui sont obligés de travailler à côté. Quelle est la situation aujourd'hui ? Effectivement, elle est assez claire, cette situation. Notamment, on le voit, il y a un certain nombre d'études qui sont parues récemment. L'échec à l'université, il reste toujours aussi élevé. On voit qu'il y a très peu d'étudiants qui arrivent à terminer leur licence en 3 ans, qui arrivent à valider leur licence en première année. Une grande majorité d'entre eux échouent lors de leur première année à faire leur licence en 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on vit dans des conditions d'études qui ne sont pas tenables. C'est à la fois les amphis qui sont dégradés, qui sont délabrés, une surcharge dans les TD, et aussi le fait que oui, en tant que jeune, actuellement, on n'a pas les moyens pour pouvoir vivre au quotidien, pour pouvoir aller en cours de manière normale. C'est un étudiant sur 2 qui travaille en dehors de ses études, et c'est quelque chose qu'on a pu voir récemment, notamment lors du mouvement sur la loi travail. Quoi qu'on en pense, il y avait quand même un certain ras-le-bol qui a été exprimé de la jeunesse, du fait qu'on en a marre d'être tout le temps précarisé, on en a marre d'être un peu, parce qu'on est jeune, forcément être bizuté à la fois dans nos études et à la fois sur le marché de l'emploi. Donc oui, c'est sûr que cette paupérisation elle continue et elle ne risque pas de s'arrêter à l'heure actuelle. Ça doit être un point de programme important pour 2017. Je vous pose la question à l'un et à l'autre, la prise en charge de cette question, de cette détresse de la jeunesse aussi, des étudiants, des universités. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, sans faire trop de politique sur un sujet sur la jeunesse, mais ce que je disais tout à l'heure, François Hollande avait axé son programme sur la jeunesse et sur le réenchantement de la France, et là je note que la jeunesse a été totalement oubliée de ce quinquennat. Et ça ne veut pas dire qu'avant c'était encore mieux et que les autres gouvernements avaient réglé le problème de la jeunesse et des étudiants. J'ai été étudiant moi aussi, il m'est arrivé de faire des études. J'ai l'impression de me retrouver il y a 30 ans, 40 ans, 30 ans plutôt, 30 ans plutôt quand j'étais étudiant. Je travaillais aussi pendant mes études, je faisais des petits boulots quand j'étais étudiant, je trouvais ça plutôt pas mal. J'avais des problèmes pour me loger, c'est vrai. On était dans des amphis bondés, pas très propres souvent. J'ai l'impression que la situation n'a absolument pas changé, quoi. La situation s'est malgré tout dégradée parce qu'on parle de cette paupérisation, mais il y a aussi d'autres problèmes nouveaux. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple la prostitution des étudiants, ça démontre aussi qu'il y a une vraie difficulté, cette prostitution des étudiants pour financer leurs études. Effectivement, tous universitaires, on a fait des petits boulots, mais c'était souvent des compléments. On sait qu'il y a plus ou moins des galères de trouver un premier logement. Mais là, aujourd'hui, la réalité est quand même encore pire. Alors ça, notre ami pourra peut-être y répondre parce qu'il est peut-être plus calé que moi sur cette émergence. Et peut-être aussi l'émergence avec les réseaux sociaux ont fait que peut-être la prostitution s'est développée beaucoup plus facilement dans le milieu étudiant qu'avant. Je ne sais pas je me souviens plus en tout cas si c'était un sujet déjà il y a 30 ans, mais forcément si c'est un phénomène qui est pérenne, la prostitution dans le milieu étudiant, si c'est pas un épiphénomène ou un phénomène, je n'en sais rien, mais si c'est un phénomène, c'est qu'on revient à l'idée de tout à l'heure sur la précarité qui touche également cette jeunesse qui a été totalement abandonnée. J'ai l'impression que rien ne change en fait dans le milieu universitaire et dans la jeunesse aujourd'hui. Pour lutte ouvrière, la prise en compte des problématiques des étudiants, vous allez aussi y répondre dans le cadre de la campagne ? Oui, bien sûr. De toute façon, déjà on dénonce un peu la situation que subissent ces étudiants. Depuis 2017, avec la réforme des universités, il y a une autonomie financière qui fait que beaucoup d'universités se retrouvent en déficit et qui font des choix budgétaires justement pour les étudiants qui ont des difficultés. Et sans compter qu'il y a 30 000 étudiants qui rentrent dans les universités tous les ans. Pour faire face à ça, il faut des moyens. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'on fait. On donne moins de moyens
moyens aux étudiants. Et en plus, ce n'est pas que seulement au moment où on rentre dans l'université qu'il faut voir le problème de l'éducation nationale en général. Parce que même dès la primaire, il faudrait justement mettre des moyens. Aujourd'hui, dans la primaire, il faudrait mettre des moyens pour l'apprentissage du langage. L'école française creuse les inégalités, c'est encore le dernier rapport PISA. Ça commence dès le départ dans l'éducation nationale. Et ce problème, on peut le voir de manière globale, de manière large. On dit les jeunes ont été oubliés pendant 5 ans, je suis bien d'accord avec vous, mais je pense qu'il l'est encore aujourd'hui. Quand on voit les débats sur la présidentielle, c'est soit le service militaire obligatoire pour tous, soit la sélection à l'université. Je pense pas que c'est des débats très sains et qui s'intéressent vraiment aux problématiques de la jeunesse. Un peu caricatural, mais vous avez en partie raison. C'est ce qu'on dit, et encore quand on évoque la question de la jeunesse, vous le précisez, c'est ce qui se dit. Puisque souvent on ne l'évoque pas du tout, on aurait parlé plutôt de comment favoriser l'accès à l'autonomie, comment pouvoir que les jeunes puissent se soigner, puisqu'actuellement au moins un jeune sur 3 renonce à se soigner du fait que cela coûte trop cher. Bref, toutes ces problématiques on ne les voit pas actuellement sur le devant de la scène. Et nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est le fait que, oui, actuellement, dans les facultés, la situation n'est pas optimale. Il y a une crise budgétaire. Depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus d'étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur, qui est quelque chose de positif. Ceci dit, il n'y en a pas plus d'étudiants qui réussissent, c'est-à-dire que, encore, c'est un peu parce qu'on est plus nombreux, mais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités financières, budgétaires, culturelles pour pouvoir réussir. C'est toujours une minorité qui a accès à un diplôme à la fin. Et donc, c'est face à cela, nous, on propose réinvestir dans l'enseignement supérieur pour permettre la réussite de tous, et aussi en tant que jeune, pas être obligé de être bisuté tout au long de sa vie. Avant, on galérait effectivement en tant qu'étudiant, mais aujourd'hui, une chose nouvelle, c'est qu'on galère aussi quand on accède au marché de l'emploi. On enchaîne les CDD, on enchaîne les stages, et c'est un véritable parcours du combattant pour finalement arriver à un emploi stable. Et face à cela, il y a un vrai effort qui doit être mené de la part des politiques, ce qui n'est pas du tout fait, puisque dans les discours, comme je le disais, soit on ne parle pas de la jeunesse, soit on en parle de manière totalement caricaturale. Et je trouve que vous êtes très peu mobilisé quand même sur ce quinquennat, sur tous ces sujets-là, par exemple. Vous êtes beaucoup plus mobilisé dans le passé. Je pense que Manuel Valls et François Hollande pourraient dire le contraire pour la loi travail. Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'énormes grandes manifestations de mobilisation, mais je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai pas vu une forte mobilisation des organisations syndicales. Vous avez été plus indulgent avec ce gouvernement? Peut-être, c'est ça que vous voulez dire. Je pense que non, je sais pas. C'est caricatural de se dire que parce que c'est un gouvernement de gauche, on aurait été sympa avec eux. La politique a été clairement menée. C'est pas une politique qui allait en faveur des jeunes. Les seules mesures qui ont été mises en avant, l'augmentation des bourses, c'est des mesures parce qu'elles ont été arrachées par les jeunes justement, soit lors des élections étudiantes, soit lors de la mobilisation. Le mouvement sur la loi travail a montré clairement que la jeunesse, et au-delà de l'UNEF, quelle qu'elle soit, la jeunesse lycéenne, apprentis, etc., voulait faire entendre sa voix, avait conscience que ses conditions de vie et d'études n'étaient pas optimales, et se mobiliser du coup en conséquence. On a arraché un certain nombre de choses. Les 500 millions d'euros que le gouvernement a mis en place à la suite de ce mouvement, ils ne sont pas tombés par hasard, ils sont tombés parce que la jeunesse s'est mobilisée. Nous, on a pendant 5 ans fait ce travail d'interpeller les politiques, on continuera durant les 5 ans à venir. On l'a fait durant Sarkozy, on l'a fait durant Hollande, et donc nous on est là pour justement interpeller les politiques. Actuellement, c'est pas par exemple pareil en rétablissant le blues à l'école ou une histoire du roman national qu'on arrivera à répondre aux problématiques de la jeunesse, c'est un peu au-delà, et c'est là-dessus que nous on veut mettre l'accent. Au-delà des questions d'éducation, maintenant on va parler de ce monde du travail aussi, et la situation au sein du groupe Renault. On va profiter de votre présence. Renault qui a annoncé que les salaires devraient augmenter au cours des 3 prochaines années, en refermant la page de modération salariale sur la période 2014-2016. Est-ce que vous en voyez les signes? Pour l'instant, il y a des discussions en cours. Pour l'instant, rien de concret n'a été annoncé sur les augmentations de salaire générales pour les salariés, pour le monde du travail. Aujourd'hui, ils parlent vaguement d'augmentation individuelle, mais on n'en sait pas plus. Si c'est dans le même, si ce qu'ils annoncent va dans le même sillage ce qui a été fait auparavant, il ne faut pas en espérer beaucoup. Les salaires, ils n'augmentent pas depuis de nombreuses années, et nous, en tant que délégué CGT et mes camarades de travail, on pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose de ces discussions. Ce qui peut changer les choses, si les salaires ils pourront augmenter, que si vraiment les salariés ils montrent leur colère pour de véritables augmentations de salaire, qu'il y ait des mobilisations, des luttes sociales qui fera que les salaires augmenteront. Aujourd'hui, les discussions en cours, ils n'aboutissent sur pas grand-chose. Au-delà des discussions sur le salaire, on a surtout entendu parler aujourd'hui dans cette pré-campagne électorale de temps de travail. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail par exemple ?
le temps de travail, eh ben, c'est l'autre bout des discussions où les patrons, hein, que ce soit chez Renault ou ailleurs, ils veulent augmenter le temps de travail pour augmenter la surexploitation. C'est-à-dire que nous faire travailler plus pour gagner autant, voire sinon moins. Hein, le but, c'est de faire grossir les profits, essayer que les actionnaires s'en mettent un peu plus dans les poches. Mais voilà, c'est le véritable sens de cette discussion sur le temps de travail, c'est vraiment augmenter la surexploitation des salariés. Philippe Benessaïa, votre candidat républicain François Fillon qui porte cette déréglementation du temps de travail, vous la soutenez? C'est une bonne position? Alors d'abord, il ne se passera rien, pour répondre un peu sur les salaires, il ne se passera rien pendant 5 mois, donc il ne faut rien attendre. Hein. Ça, on est dans le money time, comme on dit dans le sport. Il faudra attendre les élections présidentielles et le prochain gouvernement et le prochain président, parce que je pense que voilà. Il y aura un prochain président. Il y aura un prochain président, ça c'est sûr et certain. Politique, il y en aura un suivant. On le sait depuis quelques jours maintenant. Donc voilà, il faudra attendre le prochain gouvernement. Non, on est le seul pays au monde à avoir fait les 35 heures. Donc soit on est extrêmement intelligent, extrêmement lucide, et soit on est complètement à côté de la plaque. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque, parce que si les 35 heures avaient marché, ça se verrait. Aujourd'hui, je crois que le chômage a augmenté depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc j'ai l'impression que les 35 heures n'ont rien réglé. Si on repassait aux 32 heures, autant mettre la clé sous la porte tout de suite, je pense. Donc on passe à quoi, 48 Je pense que l'erreur de la droite, vous voyez, je suis très lucide, hein, je suis pas un militant, hein, mais l'erreur de la droite, c'est de ne pas avoir supprimé les 35 heures. Je pense qu'il va falloir revenir à un temps de travail un petit peu plus important, ou alors laisser le choix par branche aux entreprises de revenir ou pas sur les 35 heures. Je crois qu'il faut un peu de liberté dans ce pays. Le problème, si je fais un peu de politique là pour le coup, c'est que le problème de la gauche, c'est que son souci d'égalitarisme freine et bloque un petit peu les libertés individuelles. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce pays retrouve un peu de liberté, notamment sur le plan du travail, sur le plan de l'emploi. Laissons les entreprises qui créent de la richesse, c'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est l'entreprise qui crée la richesse. Laissons les entreprises régler ce problème-là par branche. Et puis après, voilà. Mais surtout, si c'est possible, si François Fillon m'écoutait, mais ça m'étonnerait, surtout supprimer les 35 heures. En tout cas, supprimer ce carcan. Voilà, cette valeur absolue que sont les 35 heures. Mais travailler plus pour gagner plus? Des 39 heures payées 39 ou des 39 payées 37, payées 35? Gagner plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire laisser les entreprises travailler comme elles le souhaitent, voire éventuellement travailler plus, pourquoi pas, pour gagner plus. Est-ce qu'on a décidé de s'en sortir ou pas? Voilà. Donc si la réponse est les 35 heures, a priori non, puisque ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Donc laissons un petit peu les entreprises régler ces problèmes par branche. Vous qui êtes étudiant, demain vous serez sur le monde du travail, marché du travail, travaillez plus, travaillez moins, votre regard? Je regarde un peu, mon regard sur ce débat, c'est un peu celui aussi que j'ai sur la jeunesse. On a les mêmes propositions un peu caricaturales de ces dernières années. Quand on regarde le débat et la primaire à droite est passée, on a eu le temps de voir chaque candidat de droite exprimer ses positions là-dessus. On est un peu dans le même schéma de ces dernières années, on parle encore qu'il faut réguler le temps de travail, etc., mais à aucun moment, et c'est pareil qu'on garde les propositions à gauche d'ailleurs, on imagine le monde qui vient, c'est-à-dire on ne parle pas forcément de la question de la transition écologique, on ne parle pas de la transition numérique, on ne prend pas en compte finalement toutes les formes de travail qui sont en train d'émerger, l'ubérisation, etc., et on ne prend pas en compte aussi comment le monde du travail va évoluer durant les prochaines années. C'est assez inquiétant puisqu'on raisonne avec les mêmes pensées, les mêmes schémas un peu caricaturaux, sans essayer d'imaginer de nouvelles idées pour comment on va permettre à tous de travailler demain, comment on va permettre à tous de travailler dignement. C'est un peu le regard que je porte là-dessus, c'est un débat, souvent avec les mêmes personnes et souvent avec les mêmes idées, pas forcément intéressant du coup, qui pose pas forcément les débats. Là-dessus, c'est notamment la jeunesse de faire émerger de nouvelles propositions, je pense, sur comment on réinvente les formes de production de demain, comment on réinvente des formes de production plus équitables, plus responsables, pour permettre à tous de vivre dignement et aussi de prendre en compte, ce que je te disais, les nouveaux défis de demain, la transition écologique, la transition numérique. Ça, pour le moment, on l'entend pas trop évoqué dans les débats. Donc 32, 35, 39 heures? Ça, c'est pas ma position. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas seulement raisonner en termes de durée de temps de travail, c'est aussi au-delà sur les formes de travail qu'il faut et vous êtes raisonner. Et après, non, ce que je dis en tout cas, c'est que après, c'est actuellement aux salariés, en tout cas, je vais pas parler à leur place, aux salariés de dire ce qu'ils pensent en tout cas. En tout cas, moi, en tant que jeune, le regard que j'ai sur ce débat-là, c'est qu'il est assez caricatural avec les mêmes dogmes d'un côté et de l'autre. On va abattre les 35 heures, on le sait que c'est ce que pense la droite. Je pense pas que c'est forcément les meilleures solutions pour l'avenir. On termine comme à chaque fois ce café politique avec un dernier tour de table. Ce que vous retenez chacun de l'actualité des 10-15 derniers jours, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité?
Oh là, plusieurs choses. Sportivement, je suis un peu déçu par ce qui s'est passé mardi soir au Parc des Princes pour le PSG. Mais ça, c'est le fan qui parle. Des réalités, parlons sérieux. Non, moi, ce qui m'a plu, c'est quand même, malgré mes réserves, la bonne tenue de la primaire de la droite. Il faut être honnête, c'était pas notre exercice le plus simple. Et a priori, ça s'est quand même plutôt bien passé. Il y a eu 4 millions d'électeurs. Bon, voilà, il y a eu de vrais débats avec des rassemblements, des incohérences, des cohérences, des cohésions, mais ça s'est plutôt bien passé. Je souhaite que la primaire de gauche se passe très très bien. Le défi doit être relevé quand même, parce que 4 millions d'électeurs, c'est beaucoup. Je souhaite que les gauches, parce que là pour le coup, il y a plusieurs gauches qui vont s'affronter dans cette primaire, fassent une bonne primaire et que le débat démocratique se déroule bien. Ensuite, il y a plein d'autres choses. La situation internationale me préoccupe énormément, ce qui se passe en Syrie surtout. Ça, c'est à Alep. C'est à Alep. Je suis très inquiet aussi sur les minorités en Orient aussi, qui m'interpellent depuis déjà des mois, mais surtout depuis quelques semaines. Et puis voilà, quoi, il y a plein d'autres choses, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Tout à fait, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets, c'est sûr, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce que vous retenez dans l'actualité, Mme Chili? Très brièvement, ce que je retiens, c'est qu'alors qu'il y a 6 mois, il y a une jeunesse qui se mobilise massivement, soit en se mobilisant directement, soit à travers les enquêtes d'opinion, montrant un peu son ras-le-bol et son ressenti de la situation actuelle. Aujourd'hui, la thématique de la jeunesse, elle n'est pas extrêmement présente dans les débats publics, soit à l'élection de la présidentielle ou même quand on voit la déclaration de François Hollande, alors qu'il annonce qu'il ne se représentera pas, il s'auto-félicite de son bilan sur l'éducation, on pourrait avoir un bilan un peu plus critique. Donc c'est ce que je retiens, des débats un peu hors sol qui n'évoquent pas forcément les vrais sujets et qui, quand ils les évoquent, ils n'évoquent pas forcément de la bonne manière. Je disais, quand on parle du temps de travail, qu'on n'évoque pas les changements de mode de production, c'est un peu compliqué, je trouve. Qu'on évoque la jeunesse seulement sous le prisme de il faut l'éduquer via un service militaire obligatoire, je pense pas que c'est la bonne solution. Donc c'est ce que nous on fera, cette jeunesse et les étudiants, c'est interpeller, faire entendre notre voix et montrer qu'il y a d'autres solutions qui existent, que les jeunes demandent autre chose qu'un service civique obligatoire ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est un peu tout ce qu'on va faire durant les prochains mois et les prochaines semaines. Très bien. Et pour vous, pour conclure? Pour conclure, voilà, on l'a bien vu dans les débats, que ça soit à droite, à gauche, on voit voir l'extrême droite qui aspirent tous à gérer cette société, à la gérer, mais pour les intérêts des plus riches. On le voit, même le Front National qui se dit hors système, il aspire aussi à gérer cette société-là. Il en profite même. Il est englué dans des histoires, des soupçons sur le financement de leur parti, sur les régionales et législatives. On le voit, ces gens-là, ils aspirent tous à gérer cette société en fonction des intérêts des plus riches, des capitalistes. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'approche des élections, le seul vote qui sera vraiment utile, ça sera de voter le camp des travailleurs, le vote Nathalie Arthaud, pour justement retrouver la dignité des travailleurs, qu'ils affirment un peu leurs idées en votant lutte ouvrière pour le camp des travailleurs. La campagne est lancée, voilà. Chacun soutient son candidat, c'est parti pour cette campagne 2017. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus pour ce café politique. Prochain numéro, ce sera le 21 décembre.